de l'idée de projet. Comme je vous ai dit, ça, c'est quelques bonnes pratiques par rapport à ce qu'on trouve dans les projets qui marchent le plus, d'après les entreprises que j'ai accompagnées, mais aussi quelques formations que j'ai suivies, etc. Donc, la première partie, c'est la motivation du projet. C'est-à-dire, et là, je crois, Ayoub et Mouloud, ils vont connaître quelque chose qu'on utilise beaucoup, qu'on a utilisé beaucoup dans les bootcamps à l'INOF qu'on a organisé. Mais là, l'idée, c'est que la première chose, le premier critère d'avoir une idée, est-ce que cette idée va marcher ou non, c'est ce qui motive le projet. Pourquoi j'ai pas mis problème? Parce que lorsqu'on a des entreprises sociales, on parle de problèmes, mais lorsqu'on a OK. Lorsqu'on a des entreprises commerciales, si je peux dire, on parle de problèmes, on parle de besoins, on parle. C'est pas important, c'est quoi, mais c'est-à-dire, c'est pas une idée de projet qui vient, mais il y a quelque chose qui fait sortir cette idée de projet. Et là, j'ai mis ici un triangle qu'on utilise beaucoup dans des bootcamps qu'on a organisé pas mal de fois déjà en Algérie et qui a été créé par iOS Business School. Et là, l'idée, c'est qu'on doit avoir un problème SIN. Je vais expliquer ce qu'est SIN. On doit être passionné de ce problème et on doit connaître ce problème. Et là, on parle des entreprises sociales qui commencent d'un problème. Et lorsque je dis SIN, ça veut dire que c'est un problème qui a des conséquences graves. Important en termes de la gravité de ces conséquences, mais aussi du nombre de personnes qui sont touchées. Et négligé, c'est-à-dire c'est quelque chose que personne n'a essayé de résoudre avant moi. OK, donc ça marche, c'est bon. Donc ça, c'est une vision une vision parmi d'autres. Il y a aussi, quelquefois, on parle des 4 U. Et là, on parle de unworkable, unavoidable, urgent and underserved. Ce qu'on veut dire par ça, c'est-à-dire j'ai un problème ou un besoin. Unworkable, c'est-à-dire je ne peux pas faire sans. Il faut que ça se résout. Euh, Sinon, la conséquence, ça sera quelque chose que je ne peux pas résoudre. Unavoidable, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne peux pas avoid, c'est-à-dire je passe à autre chose. C'est quelque chose, le problème, je l'aurai. Donc si je l'ai, ça veut dire que si je trouve la solution, je vais payer pour l'avoir. Troisième, urgence, ça veut dire que un problème qui est un problème maintenant, pas un problème qu'on aura à 2030. Lorsque c'est mon problème actuellement, je vais payer, je n'ai pas un problème, je peux acheter, je peux m'approprier de la solution lorsque j'aurai. Underserved, et là, on parle de tout ce qui est lorsque je sais que lorsque je vais trouver la solution qui résout à ce problème réellement. Mais pour faire résumer, c'est-à-dire un problème qui est vraiment important pour votre clientèle ou vos bénéficiaires, ou etc. Avant de passer au deuxième point, l'idée principale ici, c'est-à-dire avant de passer à ce que je veux vendre, à ce que je veux offrir comme service, il faut que je commence par est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les gens, ils ont besoin de ça? Est-ce que ils peuvent pas faire sans ça? S'ils peuvent faire sans, la probabilité qu'ils vont acheter, elle est toujours là, mais ça serait pas très forte. Si j'ai un concurrent fort ou autre, si j'ai une solution autre qui sort par la suite, ça y est, je suis mort. Donc, une motivation très importante. La deuxième, c'est la solution offerte. Et là, la solution, le premier point est lié à ce qu'on vient de dire par rapport à la motivation de projet. Et là, c'est lorsque je trouve un produit ou un service, première chose, ça doit fonctionner. Et lorsque je dis ça doit fonctionner, c'est-à-dire avant que je le mette sur le marché, je vérifie que ça fonctionne. Je connais quelques entreprises qui ont mis des produits que pour eux, ça marche, mais lorsqu'ils l'ont mis à la main de leur clientèle, ils n'ont pas su comment le faire ou ils ont détruit la solution depuis le début, donc ce n'était pas fonctionnel. Bien sûr, sans parler de tout ce qui est fonctionnalité, technique, etc. Là, pour moi, je dis qu'on a testé et ça marche, c'est-à-dire lorsque ça sort de chez nous. Et ça doit être un must-have, et c'est là où on parle de la motivation de projet. La solution, elle doit être
avant de la lancer, on doit comprendre tout ce qui est concurrence et alternative. Ça veut dire que je dois avoir une solution qui est différente, si je peux dire quelquefois, mais bien sûr, elle doit être mieux que tout ce qui est mes concurrents. Donc, je dois connaître mes concurrents, je dois connaître les produits des concurrents, mais aussi des alternatives. Par alternative, je parle de tout ce qui est concurrence indirecte. Expérience et connaissance des fondateurs et équipes. Et là, c'est-à-dire si j'ai une solution, mais qu'on n'a pas les compétences pour la mettre sur le marché, donc en général, ça ne marche pas. Je suis pas, par exemple, je peux être un médecin et après, je veux lancer une fusée. Bien sûr, j'ai un peu exagéré. Il y a aussi tout ce qui est existence d'un marché, bien sûr, parce qu'une solution, s'il y a un marché pour cette solution, je la lance. S'il n'y a pas, je ne vais pas vendre pour moi-même. Il faut que le marché existe. Et lorsque je parle du marché, je parle toutes les parties du marché, même les fournisseurs c'est-à-dire il y a un marché dans lequel je peux acheter la matière première, je peux avoir les services que je veux avoir, je peux me former dans ce que je veux me former avant de me lancer. Et bien sûr, la partie la plus importante et qu'on communique beaucoup sur, c'est la proposition de valeur et qui doit être adaptée aux besoins. Par proposition de valeur, je veux dire que je dois apporter à ma clientèle une valeur qui répond à leurs besoins, à leurs pains, LM, et aussi à leurs désirs, si je peux dire désir. Troisième point important pour tout ce qui est validation de l'idée de projet, c'est le business model. Sans entrer dans le détail, bien sûr, le business model, c'est un grand sujet, mais rapidement, je connais et j'ai un processus de réalisation que je peux mettre en place. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir 3 étapes et moi, dans une étape, je n'ai pas l'expertise pour le faire. Je peux ne pas l'avoir, mais si j'ai des partenaires que je peux leur sous-traiter de le faire. Le deuxième point, dans le business model, je dois vérifier que les infrastructures, je les ai. Ou je peux les avoir si je ne les ai pas, ou je peux avoir le financement pour les avoir. Là, infrastructures locaux, équipements, technologies, etc. Les ressources humaines clés. Je dois avoir les ressources humaines. Je peux être dans les ressources humaines, mais quelquefois, je connais pas mal d'entreprises. Là, je ne parle pas seulement des startups, même les grandes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Ils disent toujours, on n'arrive pas à trouver la compétence qu'on cherche. Donc là, ils décident quelquefois de créer leur training center. Ils ont des programmes avec les universités, etc. Mais eux, ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont des fonds, ils ont pas mal de choses. Mais moi, si je commence petit, je dois déjà vérifier est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux me former si je n'ai pas ces compétences? Les partenaires principaux, et là, ce point, ça complémente tous les autres points. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas un de ces points, est-ce que j'ai le partenaire pour l'avoir? Et la dernière partie, le business model, et peut-être ce point est très important, spécialement pour les entreprises sociales, parce que les entreprises sociales, en général, on se focalise sur l'impact social beaucoup et on oublie tout ce qui est revenu. On ne l'oublie pas, mais c'est-à-dire que ce n'est pas très important, un point, quelquefois, l'entreprise ne marche pas. Je vais essayer, je vais faire rapide, je suis vraiment désolée, s'il y a des choses, on fera à la fin. Donc, par la suite, il y a le projet de continuité. J'ai mis théorie de change et là, je parle d'entreprise sociale. L'entreprise sociale existe pour un impact. Est-ce que je connais mon impact? Est-ce que je sais comment arriver à mon impact? Et là, on parle de tout ce qui est outcome, output. Quelquefois, on parle d'impact à court terme, moyen terme, long terme, etc. Mais l'idée, est-ce que je sais où je veux partir? Mais aussi, ça, c'est pour entreprise sociale ou autre. Si j'ai la vision et la mission, je ne veux pas dire les mots de mission, mais je sais quelles sont les missions que je veux avoir pour atteindre la vision, c'est-à-dire où je veux partir, quelle est la fin de mon projet, pas mon projet plutôt, il ne faut pas avoir fin de projet, mais quelle est la fin de l'image que je veux avoir de mon projet, de ma réussite, c'est quoi? Pour que après, si je connais ça, tout ce qu'on a fait avant, ils peuvent être organisés pour que ça m'aide à arriver à ma vision.
Et ça, c'est aussi parmi les points que malheureusement, on n'a pas beaucoup. Je parlerai du Maroc, c'est-à-dire pas mal d'entreprises qui se lancent. Ils ne travaillent pas beaucoup sur leur modèle de scaling up. C'est-à-dire avant, au début, mon idée, est-ce que c'est quelque chose qui peut grandir? Est-ce que institutionnaliser, c'est lorsque j'ai une petite entreprise et avec une solution, et cette solution, avec le temps, je vais vérifier que elle peut être utilisée par plusieurs personnes. Tout le monde peut l'utiliser et je vais avoir de l'argent chaque fois que quelqu'un l'utilise. Adapter à notre marché, si ma solution, comme la solution que Mohamed Younous avait créée pour son entreprise Grameen Bank, après, le même modèle, ça a utilisé dans les programmes avec Danone, etc. C'est-à-dire, il prend le modèle, il le met ici, ça marche, il le met ici, ça marche, il le met ici, ça marche. Ouvrir des branches, et là, peut-être, vous avez ici l'exemple, c'est El Mahad, avec la deuxième branche aussi, la deuxième entreprise qui a été créée, et tout ce qui est franchising, comme le modèle McDonald's. C'est le premier modèle que j'ai en tête. Et la dernière phase, c'est lorsque je vérifie tout ça. Bien sûr, lorsque je dis je vérifie, si je ne l'ai pas, ça ne veut pas dire que je vais annuler l'idée, ça veut dire que je vais vérifier à avoir ces éléments avant de lancer mon projet. La dernière partie, c'est mettre tout en puzzle, c'est-à-dire mettre tout ce que j'ai ici et les choses, il y a une homogénéité entre quelque chose dans l'autre. Celle-ci est liée à l'autre. Motivation de projet est liée à la solution. Le business model, ça permet de mettre en place la solution, mais aussi de résoudre le projet. Le projet de continuité, ça permet de ces trois de grandir tout le temps. Là, j'ai un projet que je peux valider. J'ai mis ici 3 noms d'outils, parce qu'à la fin, c'est des outils. Il y a le business model Canva, il y a le Lean Canva, il y a le Value Generator que j'ai mis ici l'exemple et c'est aussi parmi les solutions de iOS. Il y en a pas mal, mais l'idée c'est avoir dans une feuille tout mon projet et j'essaie de voir l'homogénéité de l'idée de projet. Maintenant, lorsque je fais tout ça, je sais la dernière fois, vous aviez eu Boutena. Vous avez travaillé sur le design thinking. Donc ça, c'est un peu l'idée de design thinking, mais d'une autre façon. Mais l'idée, c'est que lorsque j'ai, quand je fais Hachi Kamil, on a parlé hier, c'est vraiment dans l'étape de live prototyping et le pilote. La partie problème, bien sûr, motivation du projet, c'est au début. Et la solution, mais c'est-à-dire lorsque je suis au pilote, c'est là où je vérifie tout ce qui est business model, je vérifie le scalability, etc. Mais en général, l'idée, c'est, comme vous voyez ici, c'est de revenir et refaire. Mais on a 4 étapes. C'est le rapid prototyping, la test solution sur le marché, le test de tout le système et le business. Et à la fin, lorsqu'on grandit, c'est le scaling up. Donc, je préfère m'arrêter là. Donc, si vous avez des questions, Mouloud, à toi. Merci Leila, Texaha. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit في Zoom ou اللي راهم معنا en live Facebook يحطوا juste في commentaire. Sinon, il y a في Zoom, soit il débloque le microphone ou il pose la question تاعو ولا يكتبها. Merci. Et je suis désolée, apparemment, on a fait 15 minutes de retard. Non, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il y a des questions. Ayoub, quelle est ta définition de start-up, Leila? Ok, Youf. Pour moi, personnellement, lorsque je parle des startups, il y a quelques éléments qui sont très importants pour moi. Première chose, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire c'est un organisme qui vient et qui apporte quelque chose de plus ce qui existe. C'est pas quelqu'un qui vient et qui prend un modèle qui existe, il le met en place. Là, je ne mets pas en startup. Et le deuxième critère, bien sûr, je vais choisir les deux qui sont pour moi très importants. Le deuxième critère, c'est une entreprise petite, qui commence petit en général et qui peut grandir on peut dire, à une taille exponentielle, c'est-à-dire un modèle qui peut grandir, pas les TPE et les PME.
TPE-PME qui restent toujours TPE-PME. Je ne parle pas de statut juridique, je parle de la forme d'entreprise, du mindset de l'entreprise. Une entreprise qui commence comme ça et qui reste toujours comme ça. Et lorsqu'ils ont une plus d'argent, ils créent une troisième. Ça, bien sûr, ce n'est pas start-up, même si c'est nouveau, même si c'est incubé, etc. Il faut que le modèle commence petit pour tester le tout. Et il y a beaucoup, l'étape test est très, très, très existante dans les startups. Et à un point, lorsque tout est testé, boum, ça explose en termes bien sûr positifs. Ah Merci, oui, Leila. avec Donc, plaisir. c'est Abir, je crois, elle a posé la question par rapport à l'MVP. Oui, je m'excuse, l'MVP, oui. je n'ai pas expliqué. Pour moi, ça devient automatique. MVP, c'est minimum variable product, je crois, ou la minimum value product. Minimum value product. Et c'est quoi? C'est la première version de ma solution. Quelquefois, on l'appelle prototype, mais le MVP, ce qui est différent entre MVP et le prototype, c'est le prototype, on parle seulement de la première forme du produit. Le MVP, c'est la première forme du produit et du processus de la mise de ce produit sur le marché. Merci Ayoub, c'est minimum viable product. Thank you. So, Leila, we have a question for live في Facebook. How can we overcome our fear of losing in any project? The truth, c'est-à-dire, je parlerai de mon expérience. The fear, we will never overcome it. C'est-à-dire, on aura toujours la peur, même lorsqu'on est entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup la partie, comment dire, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qui dépendent des autres, pas de nous. C'est-à-dire, on a un marché, on a des clients qui peuvent décider de ne pas acheter notre produit ou notre service. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes à un point que la peur sera toujours là. La seule différence entre ceux qui se lancent et non, c'est que ceux qui se lancent, ils collectent le plus d'informations pour réduire leur peur. Et le deuxième point, c'est qu'ils commencent. C'est la seule différence. On aura toujours la peur. We will always have that fear. It's normal. Thank you, Leila. Do you have any other questions? Leïla, merci pour la présentation. Tu as parlé d'un statut spécial des entreprises sociales en Maroc. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le statut des entreprises sociales? Qu'est-ce qu'ils sont exactement et qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Oui, peut-être je me suis un peu mal exprimée. Ce n'est pas un statut juridique d'entreprise sociale. Parce que nous, au Maroc, on n'a pas vraiment de statut juridique d'entreprise sociale. Et merci à eux parce que ça aurait été passé mal. Donc, on n'a pas de statut spécialement, c'est-à-dire chacun de nous choisit le statut qu'il veut. Moi, j'ai choisi la SARL avec tout ce qui est impôt normal comme toute entreprise. Il y en a pas mal qui choisissent coopérative, d'autres qui choisissent auto-entrepreneur. Mais la loi qui est sortie, c'est une loi qui permet, on peut dire, qui reconnaît l'entrepreneuriat social comme entreprise. Parce qu'à un point, il y a tout ce qui est entreprise sociale, lorsqu'il y a des marchés, lorsqu'il y a autre chose, en général, ça se voit comme, on peut dire, des personnes qui veulent faire des associations. Avec le temps, ils veulent avoir de l'argent en contrepartie du travail associatif qu'ils font. Mais là, non, l'entrepreneuriat social, c'est quelquefois on appelle entrepreneuriat social et solidaire. C'est aussi un statut, mais c'est pas vraiment un statut qui est, on peut dire, adapté à tout ce qui est entreprise sociale. Oui, Reda. Donc, on a ici Reda qui travaille aussi, c'est aussi parmi les acteurs d'entrepreneuriat au Maroc et qui complète en disant qu'il y a un projet de loi d'entreprise sociale, mais pas encore approuvé. Reda, si tu veux aussi intervenir, ajouter quelque chose, tu peux le faire, là, Soleil.
Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas un statut comme ce qu'on peut voir en Grèce, par exemple. Moi, je sais qu'il y a en Grèce, je crois en France aussi. Ça, on n'a pas encore, malheureusement. Mais on a un statut qui est pas mal. Pas nécessairement pour entreprise sociale, mais pour le lancement d'entreprise, qui est le statut auto-entrepreneur. Avec ses points de force, ses points de faiblesse. On est là pas pour discuter parce qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas vraiment avec ce statut. Mais pour moi, c'est un statut qui a permis à des entreprises, à des personnes qui veulent se lancer petit et tester des choses, de lancer, c'est un statut dans lequel on est une seule personne dans l'entreprise, on peut facturer, on ne paye pas d'impôts, on paye 1% ou 0,5% de ce que je déclare. Il n'y a pas de tout ce qui est justificatif, etc. Je ne paye pas de TVA. Il y a pas mal d'avantages et qui est plus créé pour deux catégories. C'est les très petites entreprises et le marché informel, mais aussi pour ceux qui veulent tester avant de passer aux autres formes juridiques. Mais malheureusement, on n'a pas de loi de statut entreprise sociale, malheureusement. Merci Leïla. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, là, des interventions? Moi, j'ai une autre question. Vas-y, Ayoub. Et là, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur les incubateurs au Maroc? Je sais qu'il y a plus ou moins une grande différence entre le statut des incubateurs au Maroc et des accélérateurs par rapport à l'Algérie. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu davantage sur le travail des incubateurs au Maroc? Seulement si je vérifie si j'ai bien compris, c'est-à-dire comment ils sont organisés, ce qu'ils offrent, etc., n'est-ce pas? Oui. Ouais, ok. Donc, ici au Maroc, on a des incubateurs pendant longtemps qui étaient placés dans une cible bien définie. Il y en a plusieurs qui étaient et qui sont toujours dans tout ce qui est amorçage. Et ces incubateurs, ils ont des programmes qui se focalisent principalement sur l'accompagnement, mentoring, l'expertise. Ils accompagnent ces éléments à ceux qui ont des idées de projet parce que la majorité, ils commencent avec une idée de projet et qui ont aussi la partie peur, etc. Et l'idée, c'est de les accompagner à passer à l'étape seed ou early stage. Et on a eu pendant longtemps des incubateurs qui étaient focalisés dans le centre, si je peux les appeler centre, Casablanca et Rabat. Je donnerai exemple en Numa, qui joue le rôle quelquefois incubateur et aussi accélérateur. Numa, il y a M-Size, Moroccan Size à Rabat. Qui est focalisé sur l'entrepreneuriat social principalement. Il y a Bidaya à Casablanca, qui est aussi sur l'entrepreneuriat social, mais aussi sur l'économie verte. Il y a tout ce qui est, comment on les appelle, clusters. Les clusters que chacun, eux, ils ont créé des incubateurs ou accélérateurs, incubateurs, je préfère les nommer. C'est quoi un cluster? C'est un groupement d'entreprises, organismes de recherche et organismes étatiques qui sont dans un secteur, qui se mettent ensemble et ils créent un organisme qui s'appelle cluster et qui permet entre eux d'innover, de créer des choses et de travailler ensemble dans un écosystème dans lequel ils sont protégés, ils ont le même objectif, etc. Et avec le temps, ils ont commencé à jouer le rôle d'incubateur comme il y a celui du solaire. Reda, si tu te rappelles du solaire, s'il te plaît, écris-moi le nom de cluster solaire. Cluster solaire, oui, c'est le nom. Donc, c'est le cluster solaire. Il y a aussi, j'essaie de voir les différents types. Il y a par exemple, avec le temps, on a eu la création d'un incubateur à Agadir. La vérité, je n'ai pas encore visité cet incubateur, mais je les suis sur Facebook. C'est les premiers qui se sont lancés à Agadir et c'est un incubateur qui cible Agadir. C'est une ville pendant longtemps. Ça n'était pas vraiment très développé
en termes, développer en termes d'entrepreneuriat, mais pas en termes d'existence d'incubateur. Les venture capitals, Ayoub, ça commence parce qu'on avait ça, mais les entreprises ne connaissaient pas. Personnellement, pendant 2 années, avec un partenaire, on a organisé des business angels chinois qui sont venus, on a organisé des rencontres avec eux. Et lorsque les entrepreneurs venaient, par exemple, ils disaient OK, vous voulez ce financement, vous donnez combien? Ils donnaient 20% au premier point. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres qui sont lancés à Casa et Rabat. Mais en termes d'efficacité, parce que pour moi, personnellement, je fais différence entre efficacité et existence. En termes d'efficacité, ça commence. En termes d'accélérateur, on a la Factory. La vérité, je ne connais pas beaucoup, donc je ne peux pas me prononcer sur la Factory, qui est un accélérateur assez important au Maroc. Mais je sais que pendant longtemps, c'est-à-dire, on n'avait pas beaucoup d'entreprises à accélérer. Actuellement, ça commence. Donc là, ils ont des entreprises qui les intègrent. Mais les accélérateurs, la différence, c'est qu'ils sont là pour ouvrir le marché international et pour partir vraiment à l'international. Pour les startups, la majorité, c'est les startups technologies. Et bien sûr, on a les incubateurs qui travaillent avec la catégorie la plus importante au Maroc, qui est les très petites entreprises et quelquefois les PME, comme celle de Reda. Reda, s'il te plaît, tu peux écrire le nom de votre incubateur qui travaille avec un financement européen, mais il accompagne tout ce qui est, je crois, femmes dans la région de Tanger. Et là, c'est l'expertise, c'est le financement, c'est l'accompagnement, c'est le normal, si je peux dire. C'est-à-dire l'écosystème est très diversifié. Je peux par la suite, si quelqu'un est intéressé, envoyer une cartographie qui explique dans chaque partie on a quoi. C'est vraiment très diversifié. Mais quelques-uns qui sont là depuis longtemps, ils commencent à faire beaucoup de choses comme M-Size, Moroccan Size que je vous ai dit. C'est un incubateur, ils ont un coworking space. Ils gèrent des programmes étatiques, etc. lorsque ça se lance. Ils gèrent des espaces de l'État que l'État crée pour créer une dynamique dans quelques régions et qui est destiné à tout ce qui est entrepreneuriat. Quelquefois, ils font aussi des recherches et des statistiques par rapport aux réalisations. Donc là, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns. Ils sont aussi dans l'étape de scaling up, si je me permets. Ok, Ayoub, il dit, est-ce que tu peux nous dire pour les investisseurs à quel pourcentage en moyenne ils financent les startups dans les phases pré-seed et seed? Si tu peux nous dire plus sur la façon avec laquelle le choix d'investisseurs est fait. La vérité, je ne suis pas experte, donc je préfère ne pas entrer dans le détail, mais je vais parler de l'expérience dans laquelle j'étais parce que, comme je vous ai dit, j'étais avec un partenaire. Ce partenaire, c'est un investisseur, c'est un Marocain qui a vécu pendant longtemps en Chine. Il a un organisme d'investissement en Chine. Il a créé un autre au Maroc et actuellement, il est ici au Maroc, Nassar Bouchiban. Et c'est lui qui gérait cette partie parce que ce n'est pas vraiment une expertise. Mais ce que je sais, c'est que ça dépend de la valeur de l'entreprise. Et il y a pas mal de méthodes de valoriser les entreprises dans l'étape seed et pré-seed. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'à ce point, les entreprises, leur valeur est très faible. Ils n'ont pas beaucoup encore des choses qui sont testées, qui sont proved. Le concept peut marcher, peut ne pas marcher. Donc, pour l'investisseur, le taux de risque est très, très fort. Lorsqu'il va évaluer l'entreprise, un investisseur, s'il donne, je dis n'importe quoi, 100 000 $, il va demander plus que 50% d'entreprise. Et chose qui n'est pas bonne parce que personnellement, je suis contre tout ce qui est VC et crédit dans tout ce qui est pré-seed et seed. Ces fonds, ils sont adaptés pour les entreprises dans l'étape de développement. Parce que si on est un investisseur, il est ici pour donner de l'argent et récupérer son argent. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les fonds qui viennent pour aider les entrepreneurs. Lui, même si c'est un business angel, il veut aider. Il est ici aussi pour prendre son financement et prendre 2 fois, 3 fois ce qu'il a donné. Donc, ce n'est pas vraiment adapté. Je n'encourage pas pour le pré-seed et le seed.
suis pas sûre si j'ai attendu. Ok, avec plaisir. Merci, Léna. Merci, Lina. Ok, Euh, je crois Mouloud. apparemment, on a des questions, Léna. Ah oui, tout blanc. Je suis là, j'ai rien à faire. Oui. Donc, Bachir a dit merci pour cette présentation. D'après votre expérience, quels conseils pouvez-vous donner aux gens qui ont l'intention de vivre une expérience et selon vous, quels sont les domaines dans lesquels il est souhaitable d'investir et qui devraient être promus et pris en charge en tant que priorité nationale ou bien régionale? Ok, je commencerai par le premier. Pardon, Mouloud, le premier, c'est quoi? Quel Ah, est... Oui, si on Les veut conseils. vivre une expérience entrepreneuriale. Yak. expérience, oui. Oui, donc la meilleure manière de vivre une expérience entrepreneuriale lorsqu'on veut tester si on veut être entrepreneur, si on veut se lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, il y en a deux. Il y a tout ce qui est événements d'entrepreneuriat, hackathon et bootcamp. Pourquoi? Parce que ça permet pendant une courte durée de voir, de se mettre dans une casquette de challenge d'un entrepreneur, mindset de l'entrepreneur, se mettre devant des personnes, défendre une idée de projet, peut-être quelquefois le business model, etc. Ça nous permet de voir comment ça marche, de prendre la première décision. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire? Cependant, là, je vais ajouter une petite note. C'est que ces événements, c'est pas les vacances, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je veux faire chaque fois que je veux vivre une nouvelle expérience. C'est des événements lorsque je les passe, je fais quelque chose derrière ou je choisis une autre chose. Moi, j'ai passé deux dans ma vie. Le premier, c'est dans lequel j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai lancé par la suite une carrière d'experte en entrepreneuriat. Le deuxième événement, c'est j'ai lancé mon entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais c'est la plus simple des manières de tester l'entrepreneuriat. La deuxième, qui est aussi intéressante, ceux qui veulent vivre l'expérience, mais peut-être qu'ils veulent vivre une expérience un peu plus longue, ils peuvent faire partie d'une équipe d'entreprises qui se lancent et ils vivent avec eux. En tant qu'expert, bien sûr, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose à l'équipe. Et là, il apprend, s'il voit les challenges, il voit comment ça marche, il apprend et s'il veut lancer, il aura suivi une formation gratuite. Et il y a une dernière que je vais ajouter. Je ne sais pas si ça existe en Algérie, je crois oui, parce que Enactus, ici au Maroc, c'est euh, le meilleur système qui permet aux étudiants principalement, c'est pas pour tout le monde, les étudiants des universités, écoles, etc., ils vivent l'expérience d'entreprise dans un groupe de 60 personnes, 10 personnes, 200 personnes, et ça dépend, et dans lequel ils développent des entreprises, ils ont des compétitions, etc. Le programme est lancé en Algérie, mais dans un autre nom, la vérité, je ne me rappelle pas. S'il y a quelqu'un du Maroc qui connaît, il peut mettre le nom dans le chat. C'est Enactus. Le deuxième point, Ali, Mouloud. Le programme de Injaz ou là? Là, Injaz. Injaz aussi, c'est un programme. La vérité, je ne connais pas beaucoup Injaz. J'ai des amis qui travaillent à Injaz, mais je ne connais pas beaucoup. Donc, je ne sais pas. Si quelqu'un connaît, il peut dire. Enactus. Enactus, je connais parce que j'y étais avec eux dans pas mal de programmes. Je connais un peu comment ça marche. Je l'écris et après, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Je vais contacter l'équipe Enaxus et demander le nom en Algérie, c'est quoi, de l'organisme qui est lancé en Algérie. La deuxième question, s'il te plaît, si j'ai bien compris, Maoulou, tu me dis. Donc, c'était par rapport à quel secteur il faut entreprendre pour participer à l'économie du pays, n'est-ce pas? Quels sont les domaines? Oui, quels sont les domaines dans lesquels il est souhaitable d'investir? D'investir. OK.
La vérité, peut-être ma réponse ne sera pas suffisante, ne sera pas ça ne veut pas répondre exactement à ce que vous voulez, mais moi, je suis contre cette idée. Pourquoi? Parce que un domaine ne veut rien dire. C'est-à-dire, c'est l'idée de projet, c'est le marché. Et si je suis un investisseur, je veux investir dans un projet, c'est le projet et l'entrepreneur qui sont derrière ce projet qui me permettent d'investir. C'est-à-dire, je peux investir. Par exemple, au Maroc, on est un pays agriculteur en premier. On est un pays touristique, on est aussi, j'essaie de voir les secteurs les plus forts, l'agriculture, tout ce qui est poisson, phosphate, mais ça, c'est pas possible d'investir en ça. Donc, ça, c'est les secteurs. Mais est-ce que c'est et bien sûr, tout ce qui est restauration. Mais est-ce que tout le monde investit en ça? Non, parce que ça dépend. Ça dépend de ce que moi, je sais faire, ça dépend de ce que je veux faire. Ça dépend de mon marché où je suis. Par exemple, à Fès, moi, j'ai lancé un coworking, je sais pas, je peux l'appeler un centre incubateur, etc. Lorsque je l'ai lancé, c'est quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Je ne vais pas dire que ça marche toujours, mais ça commence à devenir une success story d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que je m'en fichais du secteur. Je savais, tout le monde me disait, c'est très dur. Je m'en fichais parce que je savais ce que je voulais faire. Je savais aussi mes compétences, ils sont quoi. Je ne peux pas lancer tout ce qui est textile, par exemple. Textile, c'est parmi aussi les secteurs les plus connus au Maroc, les plus développés, je veux dire, au Maroc. Donc, c'est mieux de se focaliser sur ce que vous pouvez faire et après, l'argent va suivre. Et si vous avez de l'argent et vous voulez investir, essayez de voir les projets qui ont les critères sur lesquels on a parlé aujourd'hui. Et ce qui est plus important, même pas le projet, c'est l'entrepreneur. Parce que le projet euh, peut ne pas marcher, mais si on a un entrepreneur derrière qui est spécial, ça va marcher. Je ne suis pas sûre si j'ai répondu à la question. À ce côté, elle a mis sur Reda, donc c'est bon. Mauloud, on n'a plus Mauloud, je crois. Là, c'est une Bachir. Et il a des conseils pour naviguer la crise? Pardon? Des conseils pour naviguer la crise et après crise. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'étais en train déjà de travailler sur ça parce que parmi les choses que je veux faire, c'est un programme spécial après la crise parce qu'on a plusieurs pour la crise. Donc, des conseils pour la crise actuellement, c'est vraiment, première chose, il y a un aspect humain très, très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de peur que nous, en tant que chef d'entreprise, on a peur. Je parle en on. Pourquoi? Parce que moi aussi et tout le monde, même si normalement je dois accompagner les entreprises, euh, j'ai peur parce que je ne sais pas quand ça va finir. Est-ce que déjà je vais exister après? Donc, il y a une première partie, c'est de vous donner, si vous êtes entrepreneur, de vous donner le temps vous-même pour, euh, pour voir vos sentiments. Et lorsque j'ai peur, j'ai peur. Je peux arrêter. Moi, pendant 3 jours, j'étais injoignable pour téléphone, etc., parce que je me sentais que je ne pouvais pas. Donc, il faut prendre l'égard, écouter vos sentiments et gérer vos sentiments. Ça, c'est en tant que chef d'entreprise. Deuxième point, c'est si vous avez des équipes, c'est aussi un peu délicat. Pourquoi? Parce que quelquefois, vous allez devoir dire à des personnes dans votre équipe, je ne vais pas vous payer, vous dites, je suis contraint de vous dire au revoir ou autre. Le seul conseil que je peux vous dire, c'est que lorsqu'il le faut, il le faut. C'est très dur. Pourquoi? Parce que spécialement si on est des entrepreneurs qui s'intéressent beaucoup à la partie valeur, on ne va pas vouloir créer des chômeurs où peut-être on voit que c'est difficile pour le moment, on va dire non, pas de problème. Lorsqu'il le faut, et je ne peux pas payer quelqu'un, je dois le dire. Quelquefois, il y a quelques employés qui vont dire, OK, on peut accepter un paiement, on peut dire très petit, en attendant que cette période passe. Mais il faut faire, c'est des décisions très dures et c'est aussi une partie du leadership du chef d'entreprise.
C'est, comment ça s'appelle, polarities, je crois. C'est lorsque on a valeur et logique et on doit prendre la décision. Et quelquefois, la bonne décision, c'est pas la décision qui est dans les valeurs. Donc ça, c'est les deux premières parties, si on peut dire, des choses qu'on doit faire pendant. La troisième, c'est par rapport au coût, par rapport à l'argent. On ne sait pas quand ça va marcher. C'est très dur. On ne sait pas quand ça va reprendre. Même si le confinement au Maroc, on dit que ça finit le 20 mai, on a après l'Aïd Kbir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Début juin, je ne crois pas que ça va marcher parce que le tourisme, ça ne va pas marcher. On a toujours peur, etc. Donc, il faut réduire les coûts au maximum. L'État, actuellement, elle a donné la possibilité de reporter les impôts pour après. Même si vous avez l'argent, vous pouvez remporter. Pourquoi? Parce que si vous avez l'argent, gardez ça. Vous aurez besoin pour assurer la continuité de l'entreprise. Aussi, vous aurez besoin de ça euh, pour peut-être investir à changer votre business model, votre produit, votre service après le confinement. Et bien sûr, essayez d'être présent actuellement auprès de votre clientèle. Essayez d'être présent bizarre. Je veux dire, par être présent, envoyez des emails, même si vos portes sont fermées, par exemple, moi, Coworking, c'est fermé, mais il faut envoyer des messages, il faut dire, voici, on existe, peut-être organiser des webinaires comme ça, organiser des choses, essayez d'être présent pour que vos clients ne vous oublient pas. Ne vous en oublient pas. Seulement pour information, après le confinement, il y a une catégorie de société qui aura de l'argent. La plus grande catégorie qui aura de l'argent d'après les experts, c'est pas moi. La première, c'est tout ce qui est entrepreneur qui travaille dans le digital parce qu'ils travaillent toujours, rien ne s'arrête. Et le deuxième, c'est les ménages, c'est-à-dire les familles. Là, les familles sont confinées, donc ils ont, bien sûr, ceux qui ont déjà un revenu stable, ceux qui n'ont pas de revenu stable, bien sûr, c'est délicat. Mais ceux qui ont un revenu stable, ils auront beaucoup de réserves, donc il y a pas mal de choses à faire après. Il faut adapter le business model. Et là, je passe rapidement l'après. C'est adapter le business model, adapter le business model, adapter le business model, adapter le business model. Vraiment, il faut changer. Il faut réfléchir actuellement comment je peux changer et comment ceux qui ont de l'argent, je vais prendre de chacun 100 dinars. Je dis n'importe quoi. Je prends 100 dinars de celui-là, celui-là, celui-là. Moi, j'étais dans la formation. Et donc, je sais que les ménages, après, ils auront de l'argent. Donc, je vais organiser des formations pour famille. Comment gérer les émotions après Corona, comment créer votre espace confiné, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, il faut vraiment modifier, il faut travailler les coûts ou les revenus. Il faut avoir l'argent n'importe comment. Bien sûr, d'une manière légale, je ne dis pas n'importe comment, n'importe comment. C'est-à-dire il faut avoir des sources de revenus, il faut réduire les coûts au maximum. Et j'imagine en Algérie aussi, il y a des facilités de caisse et des aides de l'État qui sont lancées pour les entrepreneurs. Si vous en avez besoin, prenez ça, mais gérez ça très délicatement, avec les décisions qu'on en a parlé sur le leadership. Mouloud, are you back? Oui, on est là. Merci Leila, يعطيك الصحة. La Soleil. Merci pour Allô? l'invitation, Mouloud. بلا مزيان, merci à toi pour la présentation. يعطيك الصحة. La Soleil. Merci beaucoup à tous. Ayoub, au plaisir. Merci beaucoup, Léna. Ça Merci, fait un c'était un moment. plaisir, comme Vraiment, toujours. c'est un grand plaisir. Mohamed Hallan, je vois qu'il y a pas mal de personnes Lilia, je pense, Lilia qui aussi. sont là. Lilia, Lilia aussi. Donc, ça fait plaisir de voir et des même, personnes que je veux bien revoir. Inch'Allah, on se voit prochainement. Et Mauloud, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je vous ai ajouté des éléments importants, mais vous avez ici tous mes contacts, soit la page Facebook, etc. oui. Envoyez-moi si vous avez toutes questions, etc. Ça avec plaisir. Merci, يعطيك الصحة. صحة Merci beaucoup. رمضانكم. Merci aussi. صحة فطوركم جماعة. صحة السلام عليكم. سحوركم. Allez, bye bye. الله يسلمك. صحة سحوركم. باي باي.
باي. ميرسي ليليا. السلام عليكم، تصبحوا بخير جماعة. غدوة إن شاء الله.